Voilà, de retour donc pour la deuxième partie, toujours avec Mwog, toujours intelligence artificielle, ce monde de l'ultra Ouais. technologique qui est devant nous, le monde de Google et de Facebook. Hein, tellement, parce que c'est vrai que Google a une place assez prédominante dans cette intelligence Ouais, artificielle. C'est... tout à fait. Alors, par contre, il y a aussi, j'en parlais l'autre jour avec euh, quelqu'un qui travaille aussi Mhm, dans ce domaine, hein, et on était assez d'accord, par contre, pour dire que, en fait, Google met énormément de moyens, mhm, mais c'est presque investi bêtement, dans la mesure où finalement, leurs algorithmes, les projets qu'ils mettent en place, ne sont pas si performants que ça, en fait. Euh, pour faire une comparaison, si on compare en termes de proportion, Facebook ou même le laboratoire de Microsoft, ce qu'ils mettent comme argent, eux, ils ont un retour meilleur en fait. Ils ont un meilleur retour. euh, ils ont vraiment des vrais résultats. En fait, Google, il continue à grossir et à avoir des résultats que parce qu'ils mettent un maximum d'investissement derrière en fait. Donc, Google, il y a qui sont presque établis en monopole maintenant sur oui, dans Internet. certains. Alors que Oui, oui, c'était oui. pas le cas encore il y a quelques années, il y a 15 ans, Alors, c'était pas monopole des... où? Faut toujours dire où. Parce Ah, qu'en Chine, c'est ouais, quand même 1,5 milliard. il n'y a pas de Google. Bah, il n'y a pas Google. Enfin, je sais pas, peut-être que maintenant, ils ont réussi à pénétrer le marché chinois, ou un tout petit peu, mais c'est Baidu, hein. Enfin, je veux dire, le proxy bloque, en tout cas jusqu'à très récemment, le proxy bloquait Google, oui. D'accord. Ça, c'est connu. Enfin, je veux dire, Google Mhm. n'a pas accès au marché chinois. C'est Chez les Baidu. Russes aussi, non? Alors, si, mais comme ce que j'ai expliqué juste avant, il y a une alternative. Alors, je me souviens plus du nom de l'alternative à Google, le moteur de recherche russe. J'allais dire Yandex, mais je crois que Yandex c'est plutôt le Facebook russe en fait, hein. Mhm. Donc, mais je crois qu'il y a une alternative. Non, mais à chaque fois, c'est ce que j'ai dit avant. À chaque fois qu'il y a une alternative, Ils sont plus d'une tout voilà, d'un coup ils sont en... à maximum 60%. Et est-ce que c'est des géants au pied d'argile, ces grandes sociétés? Parce que euh, on a vu aussi des géants de l'Internet s'effondrer, qui étaient très géants il y a encore 10 ans, Alors, qui sont aujourd'hui... non, ouais, tu parles de la bulle Internet. Ouais. Bah, de beaucoup d'entreprises qu'on a vu émerger, et puis aujourd'hui, bon. Bon, alors, parce que là, on va plutôt. Mais On pour va... aller toujours, Hmm. restant Oui, voilà, est-ce que oui. ça peut pas s'effondrer finalement cette non, non. Enfin, si, parce que de toute façon, mais en fait, s'il s'effondre, c'est tout le système qui s'effondre en fait. Mhm. Non, mais si, parce que il y a une bulle, il y a la plus grosse bulle spéculative de tous les temps actuellement sur les marchés financiers. Donc, si tu veux, si eux ils s'effondrent, tout le monde s'effondre. Donc, j'ai envie de te répondre, je vais faire une réponse de Normand, mais oui et non, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Mhm. Donc, Et je voulais parler aussi, je voulais qu'on aborde l'intelligence artificielle oui. au niveau des villes. Oui, Parce que ça prend beaucoup oui. d'importance et dans la maison aussi. Les smart cities, par Voilà, exemple, les les villes smart intelligentes. cities, voilà. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ville intelligente pour comprendre déjà? Alors, en fait, c'est que les villes, dans le futur, elles vont être dotées, ça a déjà commencé d'ailleurs, de capteurs. Elles vont capter des informations sur tout, tout. Les voitures, le flux des voitures, le flux des piétons, le flux des humains dans les transports en commun. Et en fait, l'idée, c'est d'utiliser les informations qu'elles vont récolter en temps réel pour ajuster, par exemple, le trafic routier, éviter les congestions de véhicules, etc. Et en fait, ça va vraiment être une manière d'organiser instantanément, en temps réel, la ville pour son bon fonctionnement, en fait. Et Et sur tous les aspects ouais, de tous la les ville, aspects quoi. écologiques, ce que j'ai dit là, éviter la congestion, Donc ouais, les transports, la les transports, circulation, tout partout. euh, Ouais. plein d'autres choses. Même on pourrait appliquer ça au divertissement. Par exemple, tu vas dire, je sais pas, je prends un exemple tout bête, hein, mais toi tu vas mettre dans ton application ou ailleurs, j'ai envie d'aller à Disneyland tel jour. Mais un algorithme va calculer que tel jour il y a eu trop de demandes, donc il va plutôt te conseiller d'aller tel autre jour, etc. Tu vois, Ou par exemple, on pourrait même pousser encore plus loin, euh, à partir des capteurs
et des données enregistrées sur plusieurs années ou plusieurs mois, il sait que les algorithmes qui géreront tout ça derrière, qui vont faire de la planification en fait, ils sauront que si toutes les personnes quittent leur quartier à 8 heures, tel quartier à 8 heures du matin, ça va faire des embouteillages. Donc on peut imaginer qu'il y a un mécanisme derrière de mail qui est envoyé automatiquement. Ils vont proposer à Monsieur Dupont de partir à 8h05 pour arriver à 8h30, à Madame, je sais pas moi, Lagrange de partir plutôt à 8h15 et d'arriver à 8h25 parce qu'elle va à un autre endroit et comme ça va lui permettre de ne pas croiser Monsieur Dupont. Et tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment de l'autogestion en fait. Ça va permettre tout ça. Ça va permettre aussi pour les écologistes, pour les gens à qui l'écologie tient à cœur, oui, normalement, ça devrait aussi permettre de beaucoup mieux gérer la pollution. Bah tiens, là, par exemple, dernièrement, oui, il y a eu l'arrêt des... Voilà. Là, on a demandé par exemple, dans une ville intelligente, on pourrait presque dire que à terme, quand elles seront vraiment intelligentes, que tout sera déployé, etc., ça n'existera plus, ces pics de pollution. Pourquoi? Parce qu'en ayant appris sur les données du passé et avec des algorithmes de prise de décision automatique, etc., la ville sera gérée de telle sorte qu'il n'y ait plus jamais de pics de pollution, par exemple. Tu vois? Ouais. Voilà. C'est-à-dire, voilà. Et qui va gérer cette centralisation? C'est quoi? C'est encore Google qui va nous offrir ce service? Alors, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a tellement de données, on parle de mégadonnées, hein. En fait c'est la traduction de big data en français. Déjà, on ne pourra plus tout centraliser. C'est pour ça que d'ailleurs depuis maintenant 20 ans, peut-être un peu plus, il y a les systèmes distribués, justement, qui ont émergé en informatique. Donc ces données-là, de toute façon, elles seront plus centralisées, elles seront distribuées. Leur traitement sera distribué. Alors après... Explique-nous la différence un peu. En fait, pardon. Non, mais c'est très simple. C'est distribué, c'est synonyme de réparti. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'entité centrale qui va gérer toutes ces données dans une moulinette centralisée, okay. Parce que c'est pas possible. Il y aura des entités réparties, distribuées justement un peu partout, hein, qu'elles soient distribuées virtuellement ou distribuées physiquement, qui vont gérer toutes ces données. Et d'ailleurs, c'est par l'usage de cette distribution des données de distribution informatique que ça c'est le thème sur lequel je travaille aussi dans la perspective de changement de paradigme, que la société va aussi être quelque part distribuée, même si ce caractère distribué a déjà commencé, hein. Je pense par exemple à la recherche où ça doit faire au moins 50 ans, même plus maintenant, que la recherche est répartie en fait à travers le globe. C'est tel chercheur, il va faire une petite innovation, il va faire une petite découverte, publier un article à Paris. 3 ans après, à partir de cet article, un autre cerveau, un autre chercheur va avoir une idée sur ce sujet-là, de faire une petite invention au Brésil, et etc., tu vois. Mais cette pratique-là, distribuée, moi, c'est ce que je pense, hein, va se répandre, hein, dans tous les pans de la société. C'est pour ça que d'ailleurs, je parle de société distribuée. On peut imaginer, alors donc, ces villes qui s'autogèrent, ça existe déjà en Asie, c'est ça, les villes comme ça? En fait, oui, il y a déjà des projets. Apparemment, il y a des villes qui... Tu as dû entendre parler des villes nouvelles en Chine. Oui, d'ailleurs, ils ont construit plein de villes, mais il n'y a personne. Il n'y a personne dedans. Mais en fait, ces villes, justement, ils ont déjà pensé à tout ça. Ils y ont intégré des capteurs. Enfin, ça commence, quoi, effectivement. Apparemment, oui, ce sont les villes asiatiques qui sont le plus en pointe, Asie du Sud-Est, sur ces problématiques. Voilà, Singapour aussi. Oui, aussi. Je me demande, bon, je crois que les Coréens aussi. Hein. Les Coréens, ils sont très, très en avance. Donc nous, quoi, on est encore en retard là-dessus, sur ces problématiques-là. Nos villes, c'est quoi? C'est des châteaux forts médiévaux, on est un peu loin du... Ça, c'est... Ouais. Parce que ça nécessite quand même un sacré investissement. Ça veut dire quoi? Il faudra installer des capteurs partout, des machins, etc. Donc c'est quand même... c'est un sacré investissement pour une ville. Alors, c'est plus facile parce que... ça a été facile pour ces villes nouvelles parce qu'on les a construites à partir de rien. Ouais. Donc c'est beaucoup plus facile de construire la ville directement en pensant aux capteurs. Voilà. Mais alors après, il faut même penser à autre chose, c'est que on va dire le défi, c'est de penser, faut intégrer les capteurs, mais il faut aussi
se donner la possibilité que la ville puisse évoluer très rapidement, qu'on puisse intégrer ces capteurs et ces systèmes intelligents de manière évolutive, on va dire, que ça évolue très rapidement et que ça soit dynamique, en fait. Parce que on va pas juste poser des capteurs et voilà, on attend, on fait les traitements, etc. Les villes grossissent, évoluent, la technologie évolue. Donc c'est aussi ça le défi, c'est pas juste de poser des capteurs et après d'avoir des outils qui vont faire du traitement. C'est-à-dire que les équipes municipales, ce sera des techniciens bientôt, il y aura que des... On aura besoin d'informaticiens partout, en fait, c'est ça. Oui, alors ça, oui. Oui, c'est pour ça que moi, je crois pas totalement. Enfin, l'intelligence artificielle va détruire des emplois, mais c'est pas sûr que ça soit le cataclysme qu'on nous prédit. Par exemple, pour l'informatique, on disait que ça allait détruire plein d'emplois, etc. Ça en a créé encore plus, en fait, derrière. Je veux dire, plein de gens font de l'informatique aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un secteur qui est encore porteur, qui n'est pas beaucoup touché par le chômage. Pourtant, on est vraiment en crise. Donc voilà, après, je peux pas en dire plus. Oui, bien sûr, mais parce qu'on observe, c'est le grand développement de tout ça partout. Donc nous, on a un retard encore en Europe par rapport... Enfin, pas qu'en Europe. Alors, les États-Unis, leurs infrastructures, elles sont encore pires. C'est la cata. C'est la cata. Ah, mais c'est la cata, oui. Pourtant, c'est le roi du pays de l'intelligence artificielle, alors c'est le paradoxe. Ouais. Bah, c'est le paradoxe américain. Le paradoxe où il y a les gens les plus pauvres et les plus riches de la planète qui se côtoient, aussi bien matériellement qu'intellectuellement. Donc oui, c'est le paradoxe américain. Ouais. Alors, autre application aussi très évidemment connue, c'est la défense et l'armée. Là, on voit tout de suite effectivement les applications. On voit que grâce aux révélations de Snowden, les États-Unis, on s'en doutait, mais maintenant ça a été confirmé, se privent pas d'utiliser ces outils pour espionner tous les petits copains, y compris les alliés, les présidents, les gens, ils espionnent en gros toute la planète grâce à ces outils, ce qui devient une espèce de dictature qui se substitue à une autre. Pour moi, c'est un totalitarisme. C'est un totalitarisme un peu. Parce que celui qui a la clé de tout ça, là, en gros, c'est un peu le maître du monde quand même, celui qui peut contrôler les données, qui contrôle toutes les données. Alors bon, déjà, les Américains ne contrôlent pas toutes les données. Ils ont accès à toutes les données, on va dire. Non ? Je pense pas. Pas toutes les données, peut-être c'est exagéré. Mais ils un grand nombre de données. En tout cas, au moins en Occident. En Occident, voilà, au moins en Occident. Au moins en Occident. Oui. Donc, c'était quoi la question? Non, justement qu'on va vers un totalitarisme, quoi, parce que ce pouvoir-là, ça fait quand même, c'est inquiétant de penser qu'il peut y avoir un petit groupe de personnes qui va avoir la main là-dessus, finalement, c'est eux qui vont avoir le futur en main. C'est pour ça que c'est très grave c'est étonnant que les gens n'aient pas l'air plus alertés par ça, mais moi ça me fait très très peur. Clairement, on rentre dans... On est même déjà peut-être... Il y a même... je parlais avec quelqu'un qui me disait qu'on a même déjà dépassé 1984. Enfin, pas l'année, le livre, on se comprend. En fait, Big Brother, c'est déjà du passé, quoi, en fait, aujourd'hui. Donc, oui, c'est... Parce que... Alors, pour l'instant, en plus, j'ai dit... Je pensais que au fur et à mesure, les GAFA, justement, donc là, les grosses multinationales, Google, Facebook, etc., allaient remplacer les États, ou au moins s'autonomiser. Mais pour l'instant, là, tout de suite en 2016 et bientôt en 2007, elles sont encore sous la tutelle de l'État américain. Donc c'est l'État américain qui a accès directement, on l'a bien vu justement avec Snowden. Mais au final, ça change rien. Même si l'État américain, je ne vais pas dire disparaît, mais en tout cas perd de la puissance ou connaît une relativisation de sa puissance, il y aura toujours quelqu'un qui est d'ailleurs, quelqu'un qui est en dehors de notre pays, qui est extérieur de notre territoire, qui pourra contrôler tout ça, qui aura un contrôle total sur nos données. En plus, il faut bien savoir que moi j'avais lu, je sais plus, c'était il y a quelques années déjà, dans un article que, en fait, grâce à toutes les données qu'on stocke comme ça dans les serveurs de ces grands groupes, déjà c'est comme si on a un avatar virtuel en fait, on traîne un avatar virtuel qui nous suit partout finalement. Plus on stocke des données, plus cet avatar grossit. Et en plus, ces gens-là, en regardant nos données ou même en les traitant un tant soit peu, etc., peuvent avoir une connaissance encore plus approfondie
plus précises que même un psychologue. C'est ça qui est grave. Parce que, en fait, d'autant plus qu'ils récoltent des métadonnées. C'est ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est que si tu veux, ils vont pas récolter tes messages, parce que bon, à la limite, s'ils lisent tes messages, ils peuvent déjà savoir plus ou moins ce que tu penses, ce que tu fais, mais en fait, le fait de lire tes messages, ils peuvent pas apprendre grand-chose sur toi, sur ta personnalité, sur ton profil, avec des outils, avec des algorithmes, on va dire avec des algorithmes, ok, ou avec des outils intelligents. Ils peuvent juste savoir que voilà, je sais pas moi, t'es pas à envoyer un message à sa mère, t'es pas à aller au restaurant avec un ami, bon, ok. Ouais, Mais avec les métadonnées, donc ta géolocalisation, le temps que tu passes à faire je ne sais quoi, le nombre de messages que tu écris à tel moment, etc., ils peuvent dresser un profil beaucoup plus précis en fait, tu vois. Et il est là le totalitarisme. Oui, on peut avoir même avec qui j'ai été, etc. Exactement, voilà. Et donc avec ce type de données, ils vont même pouvoir faire de la prédiction après. Donc ils vont pouvoir, tu vois, ils vont pouvoir automatiquement en plus. Ça veut dire qu'ils vont même pas, c'est même pas un agent humain qui va regarder ça. Il va prendre toutes ces métadonnées, il les donne à la machine, et la machine, et après, je sais pas, par exemple. C'est Minority Report un peu. Ouais, mais oui, mais en fait, oui, on entre dans ça. On anticiperait donc les réactions des gens. C'est ça qui est très, très grave. Ouais. À l'avance. Mais en France, on le fait aussi. On le fait aussi, enfin, ouais, maintenant, c'est officiel qu'on donne nos données aux Américains. Ça veut dire que même, par exemple, le travail, pareil, hein, je fais une projection du futur, le travail d'une investigation policière du futur, justement, ce serait, il compile ses données, ah bah lui, il y a un risque, parce qu'on voit qu'il est machin, et on va le mettre sous surveillance, parce qu'on sait que... Voilà. On pourrait même aller encore plus loin. Le juge, il va mettre, le juge, il a, je sais pas, un ordinateur, ou on va dire un système informatique pour rester vague. Il met le profil de la personne qui est inculpée, il rentre ses métadonnées, surtout quand, imagine, c'est une affaire où il n'est pas sûr, où il y a quand même des éléments qui font que c'est pas sûr en fait qu'il soit coupable. Hop, il met les métadonnées et le système lui dit voilà, alors un tel a une probabilité d'être coupable à 95%. Et le juge dit ah bon bah 95% c'est quand même une forte probabilité coupable. Tu vois, c'est ça. Ouais, on pourrait imaginer comme ça. D'ailleurs, il y a un truc très intéressant, c'est que, alors aujourd'hui, ça je le sais pareil de source sûre, les assurances, ça y est, en fait, donc ils entraînent des systèmes d'intelligence artificielle. En fait, c'est des réseaux de neurones artificiels. On en a parlé la dernière fois. En fait, les réseaux de neurones artificiels, ce sont ces systèmes d'intelligence artificielle qui font de l'apprentissage sur les données et qui après peuvent faire de la prédiction, par exemple, ou de la classification. C'est ça qu'on utilise en fait pour faire de la prédiction. Enfin, pas que, hein, mais c'est vraiment, on va dire, c'est la panacée actuellement. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent mais en fait, c'est une boîte noire. Finalement, même les experts dans le domaine commencent à peine à savoir comment ça fonctionne vraiment à l'intérieur parce que c'est un système complexe, justement. Et donc, ce que font les assurances, c'est qu'elles mettent les caractères. Donc, ils entraînent le réseau de neurones, ils entraînent le système sur plein de données, sur un échantillon de personnes, voilà. Et ensuite, par exemple, toi, tu veux signer un contrat d'assurance. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rentrer tes caractéristiques. Donc, dans le système, il donne tes caractéristiques et en sortie, il dit si tu peux prendre une assurance ou pas. Si tu as le droit t'as le droit d'avoir un contrat d'assurance avec eux ou pas, si tu peux ou si tu n'es pas un client fiable. Et ils peuvent refuser comme ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ils ne sont pas tenus de te justifier pourquoi ils ont refusé. Mais apparemment, l'Union européenne, j'ai entendu que l'Union européenne veut faire... Enfin... est en train va publier une directive pour que ça soit motivé, quoi, qu'on puisse pas dire... non, pour que ça soit justifié tout le temps. Voilà, qu'on te dise vraiment pourquoi on t'a refusé. Exactement. Pas, mais on en est déjà là. C'est-à-dire qu'ils utilisent déjà ce genre de boîte noire, ce genre de système d'intelligence artificielle pour accepter... quand tu demandes un crédit, c'est pareil. Oui, j'ai dit assurance, mais la solvabilité, exactement. pareil, pour voir est-ce que ça... En fait, mais le pire, c'est que non, ils analysent même pas ta solvabilité, c'est ça le pire. C'est qu'ils ont entraîné leur système. Donc, ils ont entraîné, calibré, appris. Voilà, c'est la même chose. Hein. Je pense que maintenant, on commence à comprendre le vocabulaire. Ils ont calibré leur modèle sur un panel de données.
Et ensuite, des gens qui n'ont aucun rapport avec toi, hein, sur un échantillon de personnes. Et ensuite, quand ils mettent, toi, ton profil dans ce système, en sortie, il va dire si oui ou non, c'est bon, tu as le droit d'avoir ce crédit, de ce contrat d'assurance ou pas. Mais c'est grave, parce que ça veut dire que, enfin, en fait, eux-mêmes, ils savent même pas pourquoi, au fond, ils ont accepté ou pas de te prendre. Tu vois? Bah, plus on laisse l'intelligence artificielle le choix de décider, plus il n'y a plus de choix humain en fait. Ouais, C'est un c'est ça. ordinateur qui décide. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, tous ces systèmes d'intelligence artificielle, donc, surtout pour le big data, ils sont basés sur, en fait, ils sont basés sur des théories et des modèles statistiques. D'accord? Et en fait, on optimise ces modèles pour avoir le fonctionnement de ce système d'intelligence artificielle le plus optimal possible, justement. Mais ce qu'on optimise, c'est la moyenne. Mais la moyenne, enfin, c'est la moyenne, tu vois. Donc finalement, je veux dire, les exceptions, elles sont jamais prises en compte, tu vois. Donc c'est encore plus dangereux, tu vois. Et la moyenne, c'est, enfin, tu vois, voilà, c'est juste la moyenne. Donc ça se trouve peut-être que, imagine, toi, t'es refusé, mais t'avais un cas particulier, un cas exceptionnel qui faisait qu'il y a une explication, etc. Bah, ce genre d'algorithme, rentrait pas dans l'algorithme. ce genre d'algorithme, il le prend pas en compte. Ouais. Parce qu'il est entraîné pour optimiser la moyenne. Voilà. Et ça, quand même, ça pourrait s'appliquer, on peut imaginer, même on l'applique déjà. À l'école, donc le mec qui rend sa copie, ça passe dans un ordi, allez, c'est bon, pas... Ouais. On imagine cette intelligence, en fait, partout, la déclinaison, elle est infinie, quoi. Bien sûr. Infinie. Ouais. Mais on a l'impression de déposséder l'homme de son propre choix. Ouais. En fait, on comprend l'application technologique qui nous rend service, hein. On voit que la technologie rend service, mais qu'on voit que ce service, plus on l'imagine justement se répandre et partout, et plus on voit que finalement c'est l'homme qui disparaît dedans et qui laisse la place à d'autres le soin de décider. Mais tu te souviens, la dernière fois je t'avais dit que ça relève de la logique du capitalisme, mais en fait on en arrive au point où l'autonomisation s'autonomise elle-même en fait. Tu te souviens, on en avait parlé de ça la dernière fois, mais ça y est, on en est là en fait. Alors après, il y a aussi d'autres outils. D'ailleurs, j'ai publié un article sur ça hier sur mon site. En fait, je pense que dans le futur, on utilisera aussi justement des outils d'aide à la prise de décision pour prendre des décisions politiques. Ouais. Voilà. Donc, si les gens ils nous regardent, vous pouvez aller voir sur mon site, donc soc10.fr, le dernier article. En fait, j'ai un de mes collègues dans le laboratoire dans lequel je travaille, qui est un de mes anciens professeurs aussi, il a travaillé plusieurs années sur ça. C'est un grand travail. Il a mis au point un simulateur qui s'appelle WorkSim, qui permet de modéliser et de simuler le marché du travail français. Et la vidéo a été publiée il y a 6 mois, au moment de la loi El Khomri. Et en fait, il a injecté les caractéristiques de la loi El Khomri dans son simulateur pour tester ce que ça donne sur le marché du travail français, justement. Je crois que c'est inédit, en tout cas en France. Alors attends, pour que je comprenne. Il met Donc, il a un simulateur qui représente le marché du travail français et toutes ses dynamiques. Donc il a essayé de prendre en compte toutes les dynamiques qu'il peut y avoir. Et il met la même chorée pour voir les incidences que ça aurait. Exactement. Par rapport à ça. Voilà. C'est intéressant. Donc dans le futur, on pourrait imaginer que, je sais pas, moi par exemple, dans 10 ans, même avant, lui il a déjà publié ce travail, les hommes politiques vont utiliser ce genre d'outils pour savoir si ils font passer telle loi ou pas, ils la mettent dans le simulateur et ils regardent ce que ça donne sur la société et après ils disent ah d'accord, c'est une bonne mesure, c'est une bonne loi ou pas. Voilà. Mais encore une fois, ce que tu viens de dire. C'est privé d'un pouvoir parce que le vrai pouvoir c'est celui qui va préparer l'algorithme et qui va décider des critères qui va rentrer en place. Ah bah oui. Donc alors après déjà ce que je veux dire c'est que moi je parle de ça objectivement, je prends pas parti ou pas, je dis juste voilà, je fais de la science, je dis juste ce qui existe ou pas, ce qu'il en est. Mais j'avais eu cette discussion justement. Alors oui, c'est celui qui décide les règles. On a parlé tout à l'heure des règles que tu injectes dans le modèle qui comptent. Mais au final, toi, tu injectes ton biais, mais... Enfin, tu n'injectes même pas que ton biais. En fait, je pense quand même que le biais cognitif de ce système, de la machine, est quand même moins important que celui de l'homme.
parce que finalement, ça reste une machine. Donc alors, ok, c'est pas parfait. Il y aura quand même des décisions à un moment qui vont être prises au niveau des règles choisies, etc. Mais au final, c'est quand même plus objectif, c'est une machine. Donc c'est quand même plus objectif qu'un homme. Alors après, attention, j'ai bien dit outil d'aide à la prise de décision. J'ai pas dit outil de prise de décision. Le mot aide est très important. Oui, c'est-à-dire qu'il nous donnerait des éléments, mais il faudrait que la décision reste affinée dans les mains de l'homme. Maintenant, je vais me faire l'avocat du diable après avoir défendu ça. Ça va amener à la pratique où c'est l'État ou une institution qui décrète ce qui est la vérité, ce qui est légal, ce qui est officiel ou pas. Parce qu'après, avec ce genre de pratique, on va pouvoir justifier tout simplement en disant non, on a mis ça dans le système, on a envoyé les caractéristiques, l'entrée que vous nous avez proposée dans le système, il nous a donné en sortie que c'était faux, donc ça passe pas. Bah oui, je donne un exemple très précis, justement dans le cas politique que tu viens d'évoquer. Imaginons que demain on nous dise ceux qui veulent sortir de l'Union Européenne et ceux qui veulent pas. Je vais rentrer. Tu donnes des mauvaises idées. Non mais les caractéristiques, puis les mecs ils me sortent, voyez, on a rentré les données, ça va pas du tout, si on sort, il y aura 30 trucs, il y aura machin. Mais c'est une prévision d'un ordinateur, parce que on sait que justement il y a la part quand même de ce qu'on ne peut pas prévoir chez l'homme, justement, et cette part a disparu du jugement. Honnêtement, je vais peut-être un peu prendre parti, mais vu comment est faite l'Union Européenne, c'est plutôt un Frankenstein politique quand même, l'Union Européenne. À mon avis, il n'y a même pas besoin de rentrer dans une machine pour connaître la réponse. Mais bon. mais on peut imaginer ça, mais dans ce que tu dis, quoi. C'est-à-dire qu'on prenne des décisions en disant attendez, on peut pas prendre ça parce que la machine nous l'a dit, et du coup c'est la machine qui décide en fait. C'est déjà en place, alors c'est peut-être pas précis parce que j'ai lu ça juste avant de venir ici rapidement en diagonale, mais j'ai vu une information passer, donc comme quoi en fait Facebook a cédé à tous les cris d'orfraie des politiques, etc. Comme quoi c'est à cause de Facebook que Trump a été élu, voilà, parce que les gens en fait ils sont tellement débiles qu'ils ont cru de la mauvaise information, tout ça comme d'habitude. Et Facebook au début c'était quand même dressé contre ça, avait dit c'était Zuckerberg qui avait dit mais c'est n'importe quoi, les gens écrivent ce qu'ils veulent, etc. Mais la pression a tellement été forte que là ça y est, en fait ils vont mettre au point, ou ils ont peut-être même déjà mis au point, un outil. Alors si je me souviens bien, parce que vraiment je l'ai vraiment lu rapidement, l'outil en fait permet de détecter ce qui est une bonne information et une mauvaise information. C'est ça. Et ça va être signalé d'un petit drapeau rouge. Exactement. Donc l'outil, c'est forcément un système qui doit être basé sur, qui doit incorporer des outils d'intelligence artificielle. Donc il apprend, il est apprenant, il apprend. Et alors, bien entendu, à un moment, il faut bien qu'il apprenne. Donc comment il apprend en fait? Il y a des juges qui vont dire si telle ou telle information. Mais c'est grave. Mais attends, mais qui sont ces juges? Et la plupart apparemment sont des médias officiels, légaux. Ça veut dire que je donne New un York truc. Times, voilà, là par exemple on vit la guerre en Syrie, où deux versions s'opposent. Clairement, on a les médias officiels qui nous disent les gens anti-rebelles, on libère la ville, et puis il y a d'autres médias officiels aussi pour le coup, mais avec d'autres intérêts qui disent l'inverse. En fait, c'est deux propagandes qui s'opposent. Voilà. Donc on va avoir un Facebook qui va nous dire selon ses critères, ceux qui vous racontent que les Russes font du bon boulot, des petits drapeaux rouges partout. Exact. Là direct. Bien sûr. Non, mais d'un côté, moi je me dis qu'ils continuent à faire ça, et ils vont faire disparaître Facebook. S'ils continuent, qu'ils continuent dans ce sens-là. Ouais, qui vont aller. Là, on va trop loin, justement. Là, ils vont trop loin. On va trop loin. Parce que Facebook aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on nous a vendu ça, et ça a été un peu le cas quand même. Pour la révolution arabe, ou même voilà, c'est un espace de liberté d'expression, on peut dire tout ce qu'on veut, etc. Là, limite, Puisque au plus Facebook, on sait, justement, en tant qu'intelligence artificielle, on sait qu'ils détectent tout ce qui les dérange un peu. Ils ont une façon de censurer alors, a priori, déjà pas tout. Alors, pas tout, comme j'ai expliqué, on optimise la moyenne. Mais effectivement, ils détectent pas mal de trucs, ils font dégager quand ça leur plaît pas, ils balayent sur un... surtout, j'ai remarqué sur des thèmes en particulier, quand il y a un truc qui...
je sais pas, par exemple, voilà, je me rappelle à l'époque de l'élection d'Hollande, il y avait un bashing Hollande incroyable sur Facebook. Ah bon? Ah bon, bah oui, oui. Moi, je me suis fait sauter un compte. C'est vrai? J'avais fait une publication T'avais fait sur quoi? Hollande à la con, machin. On m'avait sauté, on m'avait dit oui, publication, je sais plus quoi, non conforme. T'avais publié quoi? Et un truc sur Hollande Balourd. Je t'assure, un truc, c'est vraiment. Genre pas- Flamby, un truc. Ouais, voilà, un truc un peu troll, mais pas du tout. Mais tu vois, même pas ni insultant, machin. En plus, c'était une photo officielle, Non, même pas mais une photo je crois truquée. pas que c'était un système d'intelligence artificielle. Hein. Alors, oui, mais c'est Facebook automatiquement Oui, qui a ah oui, supprimé oui, la d'accord, oui, publication. non, oui, Moi, si, j'ai- si, c'était un, d'accord, mais qui avait été réglé pour... Ah, je sais, mais c'est bizarre, parce que Les- ça tombait, alors, c'était pile les- poil après l'élection. les C'est pour complo- ça que j'ai les- pensé à ça. Les complotistes diront pour faire élire Hollande ou... Non, non, parce que c'était, oui, dans l'élection, et c'est comme s'il y Ah, avait eu un petit ouais. nettoyage, quoi. Genre, D'accord. allez, on fait sauter les publications Ouais, qui sont d'accord. emmerdantes, Oui, entre bah guillemets. après, s'il y a une instance politique qui a décidé, qui a mis la pression... Oui, enfin... Parce que c'est ça, Je dirais qu'ils sont pas neutres, Ouais. c'est bien. Voilà. Voilà. Et cette même non-neutralité, c'est ça qui est inquiétante, un peu dans l'avenir d'un monde dirigé par ces intelligences artificielles, c'est de dire, mais ils vont mettre Mais- cette même mais voilà, non-neutralité voilà. dedans. Mais en fait, Et c'est Et c'est pour ça, là je reviens à la souveraineté numérique, mais Ouais. la neutralité n'existe pas, elle n'existera jamais. Donc l'idée, pour équilibrer les forces, c'est que à l'avenir, chacun devra avoir son système. Et ça va être système d'IA contre système d'IA. Comme tout en fait, comme d'habitude. Mais ce qui est dramatique, c'est que on vient de perdre ce... Enfin, à moins qu'on... et j'espère faire ça, et j'invite les gens à faire ça, de s'auto-organiser en fait, de s'organiser soi-même. De toute façon, comme l'État de plus en plus... en fait, c'est devenu un État zombie, hein, finalement. Ouais. Enfin, je veux dire, un État qui est contre son peuple, c'est un État zombie. Enfin... C'est vraiment, faut bien comprendre que c'est capital de se saisir de cette problématique de la souveraineté numérique et de l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, la souveraineté Et numérique, souveraineté numérique à passe tous les par la niveaux, parce bonne- que toi, quand tu Oui. parles de ça, c'est au niveau, on a bien compris, individuel, mais aussi au niveau national. Oui, oui, bien etc. sûr, bien sûr, bien sûr. C'est... C'est un concept global, En plus, quoi. là, bah, tiens, il y a l'élection présidentielle qui arrive, 17, la mascarade. Donc, bon, on sait tous que c'est une mascarade, mais autant en profiter pour peut-être faire une petite poussée de ce sujet-là, quand même. Parce que ça serait... ce qui est essentiel dans justement cette intelligence artificielle, le trésor précieux, ce sont les données, c'est ça? C'est ça qu'elle a, Alors- elle a besoin de ces données quand même pour Oui, pouvoir... alors bien sûr, Ouais, ça ouais. fait partie. Après, il faut aussi... Il n'y a pas que ça, j'imagine, mais faut les c'est le algorithmes carburant, qui sont c'est le derrière. pétrole de la... Exactement, bah voilà. Voilà. Bah, franchement, tu m'enlèves les mots de la bouche que je n'aurais moi-même pas dit. Tu vois, c'est vraiment, c'est l'essence, voilà. C'est l'essence, ce sont les données. Parce que, en fait, tous ces systèmes-là, c'est ce que j'ai dit, ils sont apprenants. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est pourquoi on peut parler vraiment d'intelligence artificielle? Parce que l'apprentissage, ça revient à faire quoi? Apprendre. Je parle pour des machines, mais en fait c'est aussi pareil pour l'homme. C'est apprendre une représentation mentale, une représentation interne. Tu vois? Donc en fait, si tu veux, ces algorithmes, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont apprendre des choses sur l'environnement, sur le contexte dans lequel ils doivent être utilisés. Donc en fait, ils vont se constituer une représentation mentale ou cognitive, pardon, justement. Et en fait, pour apprendre cette représentation, donc pour se définir cette représentation, la structurer, il faut les données. C'est à partir des données qu'on apprend cette représentation. Je vais te prendre un exemple simple. Quand tu es petit, tu es au CP, tous les jours, tu lis à voix haute, on te fait lire des passages même dans ta tête, etc. pour que tu saches lire. Et à la fin de l'année, tu sais lire. Et bien un algorithme, c'est pareil. C'est exactement pareil, un algorithme d'intelligence artificielle qui apprend. Ah, Tu vois, donc, à la fin, tu as une représentation interne de ce qu'est un texte, tu sais ce que signifie, tu sais quels sont les concepts sous-jacents aux mots, aux lettres, etc. Et tu sais les combiner. Tu vois, tu as appris une représentation en fait. Tu vois, et c'est pour ça, d'ailleurs, ça j'en avais parlé, j'avais expliqué la dernière fois qu'on avait parlé des réseaux de neurones artificiels, qu'en fait, un réseau de neurones artificiels, il apprend une représentation. Tu vois, tout simplement. En gros, aussi, alors, plus je vais l'alimenter donc avec mes données, plus il va devenir intelligent. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que je reviens tout à l'heure à ce qu'on disait, Google est vraiment un système autopoétique. Parce que déjà, c'est un réseau, et en plus, à chaque fois qu'on tape une requête, on lui donne une donnée. Il fait que apprendre. Plus tu l'utilises, plus il devient gros, plus il grossit. Bah, d'ailleurs, en fait, ceux qui s'inquiètent de Google disent
Google va finir par monopoliser tout notre passé, va avoir tout le passé en fait. Alors non, il va pas avoir tout le passé. Bien sûr, il va avoir une partie de notre passé, mais en fait, il va tellement stocker d'infos, il va être la bibliothèque de l'humanité, voilà. quoi. Oui, c'est ça. Alors, en fait, le problème, c'est que moi, je trouve que ça, c'est plutôt bien quand même. Enfin, aujourd'hui, moi, je suis arrivé où j'en suis, en tout cas, grâce à Internet. Je suis un pur produit. Nous, on n'existerait pas sans Internet. Voilà, mais Dieu béni Internet. Même la connaissance, etc., que j'ai pu acquérir, c'est aussi l'université, bien sûr, hein, mais aussi beaucoup sur mon temps libre, tout ce que j'ai pu trouver sur Internet. Mais le problème, c'est vraiment le fait que ce soit un monopole, en fait, que toute cette connaissance soit dans une seule main. Il faudrait la distribuer, justement. Voilà, on en revient toujours à ce concept de distribution. Là, ça serait beaucoup mieux. En fait, ce serait que tout le monde puisse accéder à toute la connaissance, mais qu'elle ne soit pas dans les mêmes mains, qu'elle ne soit pas centralisée au même endroit, etc. Comme ça empêcherait que quelqu'un ait ce pouvoir-là dans les mains. C'est qu'elle soit éclatée. Exactement. Quoi. Ouais. Mais je pense, moi, qu'à terme, quand même, ça sera distribué parce que, ça, on en a parlé la dernière fois, on a changé de paradigme et les sociétés pyramidales et centralisées, en fait, sont elle est en train de s'effondrer. C'est pour ça que ça tremble actuellement, qu'on est en train de passer dans un monde décentralisé et distribué. Donc, peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans 10 ans, peut-être plus tard, mais à terme, de toute façon, toutes les structures, toutes les institutions, tous les êtres vivants naissent et meurent. Donc un jour, Google disparaîtra. Mais oui, il faudrait qu'elle soit distribuée. Il faudrait que toute sa connaissance, toutes les données qui est là, soient distribuées, en fait. D'ailleurs, parce que ça, moi, avec mon équipe de la société distribuée, le site, on a ouvert plusieurs pistes d'études et de réflexion, mais une des études et des réflexions qu'on a commencé, qu'on va continuer, c'est la souveraineté numérique. Et nous, on défend le fait que déjà, la propriété individuelle des données doit être un droit inaliénable. Ouais. Ça devrait être inscrit dans la Constitution. Mais ça devrait être inscrit dans la Constitution. Vraiment. C'est quoi, un accès et un droit de rectification, c'est voilà. ça? Et surtout, si on utilise tes données, ça doit faire l'objet d'un contrat. D'un contrat. Nous, on défend ça. On est vraiment. Tout à fait, on vient de commencer, parce que bon, voilà, le site a été créé il y a qu'un mois et demi. Hein. Limite, je le lançais la dernière fois quand je suis venu ici. Oui, je sais, parce qu'il y en a qui ont dit ils étaient connectés, ils m'ont dit on le trouve pas et tout. Oui. D'ailleurs, j'avais fait une erreur, j'avais dit c'est soc10.com, mais en fait, c'est soc10.fr. D'accord, c'est pour ça. Voilà. Mais de toute façon, oui, ça, c'est très, très important. Donc, parce que c'est une problématique. C'est vrai que peut-être il n'y a pas assez de conscience de ça encore au niveau politique, de l'importance que ça réalise. D'ailleurs, quand on voit les décisions qui sont prises, de filer nos données aux Américains, c'est un peu surréaliste dans la mesure où on sait qu'ils ont quasiment accès. On sait la NSA avec Google et Microsoft, ils ont déjà pas mal d'accès. Et là, on leur donne carrément. Parce qu'en fait, là, ce qui est grave, c'est que jusqu'ici, ils avaient accès à des données non certifiées. En fait, c'est comme si on leur, je sais pas moi. Voilà, on leur donnait des pierres. Depuis 10 ans, on leur donne des pierres. Et là, d'un coup, on leur donne des pépites d'or. C'est ça. En fait, une donnée. Voilà, la différence entre une donnée normale, bon, elle est peut-être on va dire bronze et or. Ok, pierre, c'est peut-être exagéré. Mais voilà, les données certifiées, c'est même du platine, quoi. Pour eux, avec ça, ils peuvent vraiment. En fait, ils rentrent dans nos têtes, là, ça y est. C'est ça. Accéder à nos données, c'est comme s'ils commençaient à rentrer dans nos têtes. Ouais. Parce qu'à partir du moment où ils peuvent lire toutes nos conversations, savoir où on fait, qui on voit, où on va manger, notre plat préféré, etc. Enfin, ils sont déjà dans notre tête, en fait. Donc, il y a un pouvoir énorme, parce qu'il y a un pouvoir d'influence. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Ouais. En plus, il y a un autre truc très important, c'est qu'il faut savoir que de plus en plus, Internet, il est vu comme un espace, en fait. On parle du cyberespace. Et alors, les anglo-saxons ont un concept juridique, en fait, ils sont très bien dotés, juridiquement parlant, qui s'appelle, si je ne me trompe, la terra nullius. Ça veut dire, en gros, ce concept, ça veut dire que quand ils arrivent sur un territoire donné et qu'il n'y a personne, ils deviennent automatiquement souverains de ce territoire. Bon, s'il y a des juristes purs qui me regardent, peut-être que j'ai des petites imprécisions. Territoire dans quel sens, justement par exemple, quand ils sont arrivés en Australie, ils ont considéré que c'était une terra nullius, donc qu'elle leur appartenait. Puis bon, ou en Amérique aussi. En fait, s'il n'y a pas d'être humain sur ce territoire, ils sont souverains. D'accord. Voilà. Bon, donc apparemment, ils ont considéré que les Amérindiens, les Aborigènes n'étaient pas des êtres humains, c'est ce qui leur est arrivé.
Mais donc, en fait, même pour le cyberespace, ils sont déjà en avance sur nous. Parce qu'ils ont déjà les outils juridiques, en fait. Parce que bon, faut bien comprendre que les réseaux, ça a été inventé par les anglo-saxons. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne maîtrisaient pas les terres comme nous, les Français ou l'Europe continentale, mais ils maîtrisaient les mers. Et les mers, c'est un réseau, forcément. Tu vois. Donc, il y a un très bon auteur ou penseur qui a étudié tout ça, c'est Laurent Henninger. Il avait fait une conférence, je crois, très intéressante qui s'appelait Vers la fluidification du monde. Donc, même d'un point de vue juridique. D'où les sociétés de réseau, donc anglo-saxonnes. Bien sûr, c'est eux qui ont inventé les réseaux. D'accord. Voilà. Et comme ils ont dominé le monde, après, culturellement, ils ont imposé leur pensée en réseau. Et plus que jamais, on est dans cette ère des réseaux. Bah oui, c'est pas un hasard si Internet a émergé. Parce qu'ils ont imposé. Ça, on en parlait la dernière fois, qu'une idéologie est tributaire d'une pratique, en fait. Tu vois, que le force d'utiliser une technique induit un comportement et une modification dans sa représentation mentale, en fait, interne. Et bon, bah voilà. Mais ouais, on ne pourra plus s'en passer, quoi. Ah non, je suis pas en train de dire qu'on va pas s'en passer. Je dis pas que le réseau, c'est très bien. Je veux dire, on est là, le fait que je sois assis à côté de toi, c'est grâce au réseau. C'est grâce au réseau. C'est grâce au réseau. Mais voilà, même sur ça, ils sont beaucoup mieux de techno, hein, les anglo-saxons. Et alors, les pays qui seront le plus en retard, c'est ceux qui vont être justement complètement hors de ce principe. Bien sûr. Parce que là, les pays qui sont sous-équipés informatiquement, qui développent pas beaucoup justement ces technologies, alors là, ils vont être complètement à la traîne. C'est encore plus de retard dans le développement technologique, parce que on a l'impression que les autres pays passent dans une espèce de phase post-industrielle et que les autres sont pas encore au stade de l'industrie. Je pense que, voilà, je suis pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas non plus sociologue, etc. Mais je pense que c'est un peu plus complexe que ça. C'est plutôt une sorte d'hybridation, tu vois, parce que tu vois les pays, il y a plein de pays africains, ils sont assez pauvres quand même. Mais ils vont être dépendants de. Parce oui, que mais si cette technologie elle arrive, on va encore leur dire, vous voyez, c'est nous qui allons vous faire réfléchir comme nous on veut que vous ça, je suis d'accord, mais ils ont quand même même un accès à la technologie, tu vois. Je veux dire, ils l'ont quand même cet accès. Donc, je pense que c'est plus complexe que ce que tu. T'as raison dans ce que tu as dit, mais c'est un peu plus complexe que ça. C'est pas nous, on va être dans une ère post-industrielle complètement développée, et eux, ils vont avoir un siècle de retard. C'est plutôt. Donc, nous, on va être très. Enfin, nous, même pas nous, maintenant, j'ai l'impression de te dire les Américains, les Russes, les Chinois, qui ont une. Parce qu'en fait, pourquoi eux, ils sont beaucoup plus en avance que nous? Ils ont une vision à long terme. Ils pensent à long terme. Eux, ils pensent sur 20, 30, 40, 50 ans. Ils se projettent. Tu vois. Pourquoi? Parce qu'ils ont une persévérance dans leur être collectif, leur être national. Ils ont une volonté d'exister. On en revient toujours à ça. Alors que bon, la France, en tout cas, le régime de Paris, n'a aucune... pour eux, ils n'existent même plus, quoi. Ils sont déjà américains. Mais oui, alors je te disais, par exemple, pour prendre l'exemple des pays qu'on appelle en voie de développement, je pense que ça va plutôt être les pays très avancés, donc occidentaux, effectivement, vont être dans une ère post-industrielle et vont refourguer juste ce qu'il faut aux pays pauvres pour quand même les manipuler comme il faut, pour qu'ils soient quand même un minimum connectés et qu'on puisse leur envoyer notre propagande, etc. Mais on va les laisser dans la misère pour... pas trop exactement. Parce en fait, c'est ce qu'on a toujours fait, quoi. D'accord. On a construit des chemins de fer, mais on les a quand même laissés... Alors, je vais commencer à prendre des questions, parce qu'il y en a pas mal. On me dit, est-ce que la thérapie génique germinale qui vise à donner des cellules reproductrices pourrait s'apparenter à du transhumanisme? Je suis pas biologiste. C'est un peu compliqué comme question. Je suis pas biologiste. Qu'est-ce que vous me dites encore? Le Japon a énormément d'avance. Quand on voit les documents sur Tokyo, les robots sont presque partout. On se croirait dans un autre monde. Ils sont dingues, ces robots. Ouais, méca en tout genre, c'est fou comme particularité. Ouais, enfin, moi, c'est vrai que j'ai vu que le Japon était hyper avancé. C'est vrai que c'est le pays le plus avancé. Alors, non, mais après, c'est parce que. Alors, c'est pas le pays le plus avancé, surtout, hein, mais c'est vrai qu'en fait, dans la robotique, surtout la robotique domestique qui est en interaction avec les hommes, ils sont très avancés, mais c'est pour une raison très simple, c'est qu'ils sont en implosion démographique totale. Donc, ils sont. En fait, les robots, c'est une façon
de Voilà, voir c'est ça. évidemment leur déclin démographique qui vont Voilà. substituer Parce par des que robots. eux, ils ont une vision à long terme, ils se projettent. Ouais. Voilà. Parce que cette domotique, alors la domotique, ça aussi, c'est Alors, l'intelligence ça- artificielle, c'est... Non, alors, la domotique, c'est pas l'intelligence artificielle. Comme d'habitude, la domotique utilisera des mécanismes et des outils qui viennent de l'intelligence artificielle. En fait, tout se recoupe ça se recoupe. finalement. Voilà, ça se Parce que la domotique, c'est quoi? C'est la maison intelligente. En Voilà, gros, c'est la maison le intelligente. même concept que le smartphone appliqué sur une maison. Exactement, c'est ça. Le smart ville, non, pardon. oui, ouais. voilà. Par exemple, bah là, Amazon a commencé ça, je crois, avec Amazon Dash, ou c'est un projet qui va bientôt être lancé. T'as ton frigo. Et il va commander automatiquement dès qu'il passe sous un seuil critique pour une quantité, je sais pas moi, de moutarde, de mayonnaise, que tu veux. Il gère ta bouffe, les dates, il te dit, votre truc, votre mayonnaise, elle est foutue, faut l'acheter. Exactement, il t'envoie un SMS, ou... Ouais, voilà. C'est ça la domotique. C'est ça la domotique. Ouais. Donc forcément, derrière, il y a de l'intelligence artificielle pour prédire, faire de la prédiction, etc., traiter ces données. Mais oui. Mais la domotique n'est pas l'intelligence artificielle. Non, c'est pas ça. Voilà. Elle l'utilise, elle s'appuie pour développer son... Tout à fait. Mais on imagine bien la maison du futur, donc blindée de capteurs aussi, de trucs. Oui. Voilà, il y en a déjà. De toute façon, en fait, la maison du futur, c'est la Smart Cities, mais appliquée à une maison. C'est la Smart House, en fait. La Smart House. Ouais, la maison intelligente. Avec des aspects aussi qui peuvent inquiéter, parce qu'on peut se dire aussi, on sait quand tu dors, on sait quand tu manges, on va savoir quand... Limite quand tu pètes et quand tu fais autre chose. La CIA le saura. Ça devient aussi... Là aussi, il y a un côté... Enfin, je vous fais exprès involontairement de pousser ce travers, mais ça fait totalitarisme total, quoi. Qu'on se dit, c'est voilà, le monde d'après Big Brother qui est encore plus flippant, finalement. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Mais presque inévitable. On y va tout doucement. Oui. Ouais. On bascule, quoi. Parce que j'ai vu que le salon de la domotique, cette année, il a explosé. Il était à Versailles, avec les... Je savais même pas que ça existait. Si, il y a un salon de la domotique, avec toutes les innovations, on te montre les trucs intelligents dont tu parlais, justement. Maintenant, tout est connecté, apparemment, sur ton téléphone. Oui, bah oui. Ça a tendance, voilà... Limite, tu règles le chauffage. Voilà, oui, il y a des trucs, tu règles le chauffage, tu fermes, j'ai même vu des trucs, par exemple, les volets, tu peux faire croire que t'es chez toi, donc t'allumes les lumières, les volets se ferment pour anti-cambriolage, pour faire croire qu'il y a quelqu'un, etc. Enfin, c'est incroyable, hein, vraiment. Et il y a tout un tas, j'imagine, on se projette pareil dans plusieurs dizaines d'années, je me dis, il y aura des applications incroyables, quoi, c'est évident. Alors, après, des trucs qui peuvent être bien aussi, évidemment, parce qu'on le sait en matière de sécurité, par exemple, ta maison est plus protégée aussi. Même tu peux regarder, switcher sur les caméras. Switcher sur des caméras, tu peux placer des capteurs partout qui vont détecter, etc. Donc, tout ça, pareil, ça nous apporte des bienfaits mais ça, c'est, la technologie, c'est toujours à double tranchant. Exactement. Et c'est toujours ça de trouver un équilibre. D'ailleurs, les créateurs de ça, ils se posent ces questions-là, justement, de cet équilibre entre... Parce qu'entre guillemets, tout est possible. C'est l'infini des possibles. Il y a des comités d'éthique. Il y a même, je connais même des gens qui travaillent dans la recherche sur les questions d'éthique en robotique et en intelligence artificielle. Donc c'est très intéressant. C'était quoi déjà la question? Justement, quelle limite on se pose dans le métier, justement. Voilà. Mais je pense que la logique du profit l'emporte quand même largement. Donc finalement, on commence à se poser des questions, mais je pense que pour l'instant, c'est cosmétique, quoi. Tu vois. En fait, c'est pour ça que tu dis qu'il faut vraiment des lois constitutionnelles qui bloquent d'entrée, comme ça, le jeu il sera fait quand les limites seront posées. Bien sûr, déjà, il faudrait que des gens qui connaissent la technologie commencent à rentrer à l'Assemblée nationale, etc. Il faudrait que ce soit eux qui commencent à faire les lois. Il faudrait presque, entre guillemets, durcir la législation qui existe concernant tout ça. Et alors, tout à l'heure, justement, j'expliquais... petite digression, parce que j'avais oublié de le dire, au point où on en est là, il faut clairement durcir Internet, quoi. Faut commencer faudrait que les services, et d'ailleurs ça a commencé, WhatsApp, pourquoi ils ont créé leur système de cryptage quand tu parles maintenant? Parce qu'ils sentent que les utilisateurs de plus en plus ont besoin de se sentir protégés, en fait. C'est ça que je veux dire quand je dis durcir l'Internet. Parce que, ça y est, là, un des projets qui va venir, ça va être... ils ont déjà commencé à remettre en cause la neutralité du web, par exemple. Tu vois,
Donc après, bon, ils vont y arriver, je pense, à terme. Hein. Qu'est-ce qui va les en empêcher? Mais on pourra toujours se retirer dans l'internet profond, le deep web. Justement, il y aura toujours des façons de contrer ça. Mais bon, voilà, clairement, ouais, on va. Oui, on se dirige parce que là récemment, il y a eu pas mal de voix qui se sont levées, oui, pour le contrôle d'Internet. On est dans la phase où les politiques. Alors là, avec Trump, voilà, exactement. Donc, le terrorisme, etc. Là, c'est en plus les gens. Ils vont donc tu vois, ils s'emparent pas de la question que tu dis de la souveraineté des données. C'est l'inverse. C'est on doit surveiller, contrôler, filtrer parce que tout sort et que ça les dérange. Voilà. Ouais. On exhibe cette question pour masquer l'autre. Pour masquer l'autre, voilà, c'est ça. Comme d'habitude. Ce qui les intéresse, c'est de contrôler et pas de protéger. Voilà. Exactement. Et ben, on va faire la deuxième pause et comme ça, on reprendra encore les quelques questions, ceux qui écrivent en français, parce que des fois, ils ont du mal. Je crois que c'est des programmeurs qui ont demandé les questions. On n'y comprend rien. Allez, on fait la pause, on revient juste après. À vous, la régie.